Bonjour, bonjour à tous. En japonais, konnichiwa. Je suis ravie de vous rencontrer ce matin dans cette galerie des cerfs, sous le regard, comme vous l'avez vu, des cerfs qui nous observent et qui nous écoutent, pour vous présenter un petit exposé en 30 minutes, donc un panorama extrêmement à la fois vaste et rapide des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise et de leur lien à l'image. Alors, mon nom est Cécile Sakai, je suis professeure à l'Université de Paris en littérature moderne japonaise, également traductrice littéraire. Et j'ai donc écrit un certain nombre d'ouvrages et mon auteur de chevet est Kawabata Yasunari, cet auteur prix Nobel de littérature en 1968. Mais aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus largement d'un ensemble très vaste, avec un programme un peu ambitieux, et on m'a demandé d'être vraiment dans les 30 minutes, donc je vais vous parler assez rapidement. Voici le programme de cette présentation, avec un parcours très rapide à travers les siècles, depuis les origines, c'est-à-dire l'invention d'une écriture, en passant par la période classique, la période dite prémoderne, 17e, 19e siècle, et puis aujourd'hui, la période moderne et contemporaine. Et nous terminerons sur les mangas, puisque je vois qu'il y a quelques jeunes personnes dans le public qui trouveront plaisir à voir quelques images, certainement. Alors, je partirai d'un postulat pour commencer, qui peut être discuté, bien sûr, et qui a fait l'objet de bien des controverses entre les linguistes, les anthropologues, les philosophes, etc. Je proposerai en effet de dire qu'au commencement était l'écriture, en imitant évidemment cette fameuse phrase « au commencement était le verbe », ou plus exactement, au commencement était à la fois le verbe et l'écriture, à un degré d'importance évidemment spécifique. Pour les tenants de l'orthodoxie, il n'existe pas d'écriture sans langue. L'écriture est un système de transcription, donc d'imitation et de reproduction de l'oral. Systèmes d'écriture nombreux qui ont été élaborés historiquement de différentes manières dans différentes aires du monde. Mais pour d'autres théoriciens, l'écriture concentre en elle-même des problématiques propres qui sont riches de leur potentialité, comme a pu le développer, et je lui rends hommage bien sûr, Jacques Derrida notamment avec sa grammatologie, c'est-à-dire la science de l'écriture qui se distingue de la linguistique, science du langage. Au commencement était donc l'écriture, et vous allez voir où je veux en venir, c'est que principalement je poserai que la littérature est fondée comme un art du langage écrit, même si bien entendu il existe les littératures orales, de transmission orale, mais comme vous le savez, nous ne pouvons y travailler qu'à partir de leur transcription écrite, principalement. Et nous n'en avons la trace qu'à partir des différents indices qui nous restent. Par conséquent, quelque part, le passage par l'écrit est inévitable, inéluctable. Alors, cette écriture japonaise, vous avez un slide assez dense. Pour commencer, j'ai besoin de vous en dire quelques mots, puisqu'elle est intimement liée à la question littéraire, particulièrement donc, au Japon. Cette écriture japonaise, elle est issue du chinois. Elle a été adaptée à la langue japonaise, grosso modo, entre les 7e et 10e siècles. Et elle est, et c'est la caractéristique la plus singulière, composite dans son essence. Elle est hybride dans son essence, car elle est composée d'une part des caractères chinois, que l'on appelle des sinogrammes, ou bien encore, en utilisant ce terme que vous voyez à l'écran, idéophonogrammes, c'est-à-dire des signes qui véhiculent une idée, phono, une phonétique, une prononciation, et en vérité, c'est plusieurs prononciations coexistantes, et enfin, bien sûr, l'ensemble cristallisé dans un signe écrit en tant que tel. Voici ce que sont donc les caractères chinois. Et aujourd'hui, en japonais, il faut en connaître environ 2000 à l'entrée à l'université. Auquel s'ajoute donc l'autre système d'écriture, qui est un système phonétique comme l'alphabet, avec 46 signes phonétiques en deux catégories distinctes, ce qu'on appelle les hiragana en écriture cursive, déliée, et les katakana, écriture angulaire, qui aujourd'hui sont destinés à des emplois différents.
Autrement dit, une phrase en japonais, et je vous ai indiqué au bas de la slide une phrase type que j'ai tirée d'un roman de Murakami Haruki, qui est l'un de ses auteurs les plus connus au monde aujourd'hui, les plus traduits, auteurs contemporains. Un recueil très intéressant qui s'intitule Après le tremblement de terre, traduit donc que vous trouvez aux éditions 10-18. Et l'incipit de l'une de ses plus intéressantes nouvelles est la suivante. Je vous la lis donc en japonais. Ce sont donc les deux phrases, c'est la même phrase que je vous lis. Katagiri ga apato no heya ni modoru to kyodai na kaeru ga matteita. La partie en noir correspond donc à la traduction. Quand Katagiri revint dans son appartement, il découvrit qu'une grenouille géante l'y attendait. La phrase qui est tricolore correspond aux différentes catégories de transcription qui existent en japonais. En noir, les sinogrammes, donc les caractères chinois ou idéophonogrammes. En rouge, les katakana, qui aujourd'hui, donc signes anguleux, qui servent essentiellement à la transcription des mots d'origine occidentale introduits au japonais. Et enfin, en bleu, les hiragana, donc qui servent donc autres caractères phonétiques, signes phonétiques, qui servent à transcription des formes donc, de désinence, de flexion des mots en japonais, ainsi que pour les particules grammaticales. Donc vous voyez, vous avez une petite idée de la complexité de la situation. Alors il faut noter là-dedans la particularité des pictogrammes, qui sont donc ces caractères chinois primitifs, issus donc de l'adaptation d'images physiques, comme on le voit dans le tableau que vous avez sous les yeux. Juste un exemple avec la première ligne de caractère que vous avez au-dessus. Vous voyez un carré avec un cercle, un petit point au milieu. Cela représente le soleil. Et vous voyez les différentes évolutions au fil des styles donc calligraphiques qui s'est mis en place en Chine pour donc aboutir au dernier caractère. Donc pour vous, c'est à votre droite, donc deuxième ligne que vous avez en caractère que vous ne pouvez pas lire, qui va se lire hi en japonais ou nichi en japonais, et qui signifie le jour. Alors il s'agit d'un pictogramme type, c'est la présence physique qui est comment dirais-je, transposée vers un signe d'écriture donné et qui va ensuite, en tant que code, fonctionner pour signifier donc le jour. Et alors pourquoi je vous en parle? Alors bien sûr, je ne prétends pas du tout, attention, que l'ensemble des caractères chinois soient des pictogrammes, pas du tout. C'est un ensemble de caractères primitifs qui sont des pictogrammes, et ensuite toute l'écriture va se complexifier par l'adjonction de clés, de différents éléments phonétiques, sémantiques, etc., jusqu'à comporter éventuellement, pour les caractères les plus complexes, 60 traits. Je ne sais pas si vous imaginez. Là, vous avez 3 traits au minimum, mais on peut aller jusqu'à 60 traits pour composer donc des caractères complexes. Bref, cette mixité des principes et des formes crée des effets de contraste et de substitution, surtout, qui sont particulièrement propices à la pratique de la calligraphie comme art de la copie manuelle, dans la tradition, elle aussi héritée de la Chine, mais qui a évolué de manière tout à fait singulière au Japon. Voici juste un exemple de la calligraphie qui, elle aussi, correspond à des codes. Il ne s'agit pas du tout d'écrire comme l'on veut un caractère chinois, mais de suivre à la fois l'ordre des traits et l'orientation de chacun des traits donc au pinceau. Et voici une autre image d'exercice d'écriture. Vous avez en rouge le caractère bi, la beauté. Cela tombe bien pour ce festival. Et le modèle est donc imité par l'élève à côté qui, avec son pinceau, soigneusement va essayer d'imiter cela. On remarquera que l'écriture de la poésie classique, et voici qu'on entre dans la littérature, la poésie classique, qui est la forme première en fait, de la littérature japonaise, possède une esthétique propre. En voici donc des exemples que je vais vous montrer qui rehaussent la beauté formelle de l'univers des mots. Les premiers exemples datent de 760, ceux qui sont conservés, ce sont des copies bien sûr, et il s'agit d'anthologies poétiques compilées sur ordre impérial, et notamment le recueil des 10 000 feuilles qui date donc des années donc 760, ou un siècle environ plus tard, le recueil des poèmes anciens et modernes, également anthologie impériale, dont il existe de nombreuses copies, dont notamment celle-ci qui est conservée au Musée national de Tokyo. Et l'on constatera, et vous le voyez, ça a une relation avec la littérature, que l'écriture est un art global
qui repose non seulement sur la dextérité du calligraphe, mais aussi sur la qualité du papier, de l'encre de Chine, du pinceau, que cela repose aussi sur les mises en scène de poudrage d'or et d'argent et autres décors. C'est un peu plus tard encore, vers le Xe siècle, donc je suis vraiment au pas de course, vous me suivez, je l'espère, que la cour impériale de Heian, donc à Kyoto, va développer un art narratif, donc on part de la poésie vers le roman, tout à fait extraordinaire, et notamment sous le pinceau de Murasaki Shikibu, dont vous avez là donc un portrait. Je vous recommande évidemment son œuvre magistrale, considérée comme un chef-d'œuvre universel, le Di du Genji, ou roman du Genji, Genji Monogatari en japonais, dont il existe de nombreuses rééditions, traduction de René Siffer, professeur à l'INALCO. La dernière, évidemment, édition que je vous recommande, c'est celle qui a été publiée aux éditions Diane de Cellier, donc en 2007, avec de nombreuses rééditions, dont la responsable scientifique est Estelle Bauer, qui elle-même est co-commissaire de l'exposition Japon de Fontainebleau cette année, et qui présente un ensemble de différentes copies de ces rouleaux illustrés, et c'est là où je veux en venir pour la littérature, qui se présentent de cette manière lorsqu'ils sont déroulés. Alors, qu'est-ce qu'un rouleau illustré ? Voici une autre photo qui vous montre comment cela se présente. Il s'agit bien sûr d'un fac-similé, mais à partir d'originaux qui sont conservés dans deux musées très importants d'archives classiques, les musées Tokugawa et Goto. Les rouleaux illustrés, donc, sont des morceaux de papier qui sont collés les uns aux autres et qui sont enroulés et qu'on lit en déroulant au fur et à mesure et en enroulant de l'autre côté donc l'œuvre que l'on est en train de lire. Cela a été évidemment à la fois copié, calligraphié de façon individuelle et dessiné, peint également de façon individuelle. Donc ce sont des œuvres très très précieuses dont il n'existe que quelques copies à des époques différentes d'ailleurs, l'original ayant été tout à fait perdu comme pour pratiquement toutes les œuvres classiques japonaises. Je reviens à la présentation donc de l'ensemble qui est déroulé. Ici, vous voyez qu'il y a une alternance entre le texte et l'image, quelque chose qui correspond donc à la combinaison entre le texte et l'image, l'idée que l'ensemble est inséparable ou insécable. Nous allons évidemment y revenir. Plus tard, alors je passe au pas de course, vers le XVIIe siècle, car l'histoire des techniques est très intéressante. La copie va céder la place à un autre système de reproduction qui est la xylographie. La xylographie, c'est-à-dire l'impression à partir de gravures sur bois, et qui correspond donc à la technique qui est utilisée dans l'estampe, comme vous le verrez. Il existait, ces techniques-là existaient auparavant, mais au Japon, la véritable diffusion date du XVIIe siècle. Cela va permettre, notamment durant cette période d'Edo, XVIIe, XIXe siècle, à une littérature beaucoup plus large qui sort des milieux élitistes de se diffuser, et notamment, par exemple, par l'œuvre magistrale de Ihara Saikaku, dont plusieurs œuvres sont traduites aux éditions Gallimard et Piquier, qui se présente de cette manière-là, comme vous le voyez, avec le livre, donc, on appelle le codex, qui devient d'usage courant. On grave d'une part des planches correspondant au texte, d'autre part des pages correspondant à l'illustration que l'on assemble en cousant les rebords sur la tranche. Donc il s'agit d'un fac-similé, mais je pense que l'image est tout à fait claire. Vous voyez au milieu la tranche qui est cousue. Les textes continuent ainsi de s'entrelacer avec les images, mais autrement. Voici donc, lorsque l'on ouvre le volume, comment se présente ce vis-à-vis entre le texte et l'image. L'image va aborder une scène fugitive de ce qui est décrit beaucoup plus amplement, évidemment, dans le texte. Un autre exemple, un peu ultérieur, qui vous montre que les choses vont se sophistiquer au fur et à mesure, et notamment sur la même planche, on va pouvoir avoir à la fois du texte et de l'image. Donc cela nous rapproche de certains exemples contemporains. Et d'autre part, l'on va rehausser de couleurs, c'est-à-dire passer sur des planches qui sont de volumes séparés, différents, donc pour en quelque sorte orner et rendre plus plaisant le livret donc illustré. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la xylographie, je rappelle ce que cela donne
pour cet art absolument sublime qu'a donné donc l'estampe au Japon, les œuvres magistrales de Hiroshige ici, par exemple, 18e, 19e siècle, début 19e siècle, pardon. Vous voyez, je ne sais pas si l'image est suffisamment claire, la finesse des traits, le point de vue surplombant, la perspective tout à fait remarquable, les couleurs aussi qui sont d'une subtilité hors du commun. Et vous avez donc toute une série d'immenses artistes comme Hiroshige, comme Utamaro, comme Hokusai, etc., qui d'ailleurs ont été souvent présentés en France, puisque la France est un grand pays de réception pour ces estampes. Mais hélas, nous n'avons pas le temps de nous y attarder et il faut que je continue. En bref, dans la littérature japonaise, donc, quel que soit le point de vue, l'image est présente, elle est incluse dans le texte d'une manière ou d'une autre, et y compris de façon matérielle. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est mais qu'en est-il du contenu littéraire? Qu'est-ce que l'on peut en dire par rapport à l'image? Alors évidemment, comme on ne peut pas parler de tout, je vais prendre un exemple par une approche spécifique qui est celle donc de la poésie, en sortant de cette belle histoire des formes, en parlant donc un tout petit peu des contenus. Alors ici, c'est une carte qui, je pense, est inversée d'ailleurs, qui présente donc le grand poète Basho, le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le haïku. Le terme originel, donc au XVIIe siècle, c'était le haikai hoku, qui signifie littéralement, vous le voyez écrit sur le slide, premier verset d'une joute poétique. C'est comme cela que ça a commencé. Ce premier verset correspondant en fait au début de la poésie, de la forme poétique classique des waka, en 31 syllabes. Donc, il y a toute une continuité historique dans la création donc, de ces haïkus. Et je vous lis donc ce poème, ce haïku, donc, qui est tellement connu, mais on ne résiste jamais à l'envie de le relire, donc je vous le lis en japonais. Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Traduit par « Oh le vieil étang, une grenouille y saute, ploque dans l'eau ». Je précise qu'il existe au moins une trentaine de traductions différentes en français de ce haïku, car plus c'est court, plus on peut le traduire de façon diverse. C'est une particularité, parce que cela repose beaucoup sur l'interprétation, comme vous allez le voir. Je vous présente un autre document qui, lui, est très précieux, car il s'agirait d'un document autographe de Basho lui-même, qui recopie donc sur une feuille qui a été conservée par miracle l'un de ces haïkus qui figure dans un recueil qui s'intitule Jour d'hiver. Tout cela est traduit en français pour ceux que cela intéresse. Vous cherchez à Basho et vous trouverez donc tous les recueils, également d'ailleurs largement traduits par René Siffert, ce grand spécialiste, celui qui fut un très grand spécialiste de la littérature classique et de la traduction. Voici le poème en question, 1684. Izai demu, yukimi ni korobu tokoro made. Très court. Partons voir la neige jusqu'à la culbute. Alors vous avez à la fois, bien sûr, le paysage, la neige, la blancheur, qu'il faut aller voir, et en même temps le mouvement humain, celui qui s'enfonce dans la neige et qui finit par culbuter, et le paysage disparaît, bien sûr. Donc vous avez à la fois la vitesse et donc la beauté de ce paysage qui est à voir absolument. Je regarde ma montre, il faut que je me dépêche. La poésie donc de Basho est inséparable de l'idée du voyage, de la mobilité à la rencontre de nouveaux paysages, mais derrière le détail, une charge symbolique et émotionnelle se déploie, justement parce que ces vies et scènes minuscules sont organiquement liées à la beauté concrète du quotidien, au plaisir de l'image par évocation. Et je voudrais que vous reteniez le terme de évocation, j'y reviendrai. Le temps nous manque pour approfondir la réflexion et nous entrons directement dans la période dite moderne à partir de la fin du XIXe siècle. Ce qu'on appelle l'ère Meiji, 4 décennies, entre 1868 et 1912. L'ensemble des paradigmes de la production littéraire évolue très fortement sous l'impulsion politique et économique alors. Je cite quelques éléments principaux. D'abord, un changement technique à nouveau très important, c'est l'introduction de l'imprimerie mécanique, avec de très grosses machines, étant donné bien sûr le nombre de caractères à imprimer, etc., à manipuler. Institutionnellement, avec la scolarité obligatoire et la place grandissante de la lecture, aussi bien comme instrument d'éducation que comme instrument de loisir, à travers les feuilletons qui paraissent dans les journaux qui se développent toujours davantage. Enfin, du point de vue des contenus, grâce à l'introduction et la traduction, adaptation des chefs-d'œuvre occidentaux, la construction d'un point de vue qui n'existait pas dans la littérature japonaise, qui est celui de l'intériorité, de la psychologie, au sens donc moderne du terme.
Mais pourtant, le lien privilégié entre texte et image perdure sous différentes formes, et d'abord toujours de façon matérielle, parce que malgré ou à cause ou grâce à ces transformations techniques, de nouvelles pistes vont être lancées, et notamment celles, donc, comme vous le voyez, avec ces coffres qui protègent les livres, ces coffrages qui correspondent bien sûr à des travaux de reliure, qui sont absolument magnifiques et qui ont été donc reproduits en facsimilé, donc ils étaient comme ça à l'origine, les œuvres de Natsume Soseki, autre nom que j'aimerais que vous reteniez, écrivain majeur du début du XXe siècle, donc ceci autour des années 1910. Vous avez un travail à la fois de conception graphique, de couleurs, travail technique, matériel des relieurs, etc., qui est absolument exceptionnel. On constate aussi que pour les manuscrits, les écrivains continuent à être très attachés à certaines formes et à des formes qui sont décorées. Et voici donc un manuscrit de Natsume Soseki pour les herbes du chemin. Et vous voyez ce qui correspond à la frise au-dessus. C'est une frise qui est imprimée, qui correspond donc à la base du manuscrit pour un écrivain comme lui, qui les faisait fabriquer à sa façon et selon ses propres projets, où l'on voit donc des animaux, etc. Et c'était, quand vous pensez à la solitude de l'écrivain qui, face à la page blanche, doit écrire et encore écrire pour produire son œuvre de fiction, etc., et que toujours il a devant lui des feuilles quadrillées avec un décor, eh bien, on va retrouver cela donc très régulièrement. Alors, Soseki lui-même était un écrivain donc très important qui s'est imprégné des sources classiques chinoises, japonaises, mais également occidentales à partir d'un séjour à Londres entre 1900 et 1903, et qui a cherché, plus encore que d'autres écrivains, à intégrer la réflexion sur l'art et l'image dans ses textes de fiction. Et l'une des œuvres les plus importantes que je puis vous conseiller de ce point de vue-là, c'est Oreiller d'herbe, Kusamakura, publié en 1906 au Japon, dont il existe deux traductions donc, en France, mais je vous prends celle de la traduction parue aux éditions Rivage par René Tsekati Nakamura Ryoji, et je vais vous lire juste donc une citation rapidement. « Je me relevai et vis au loin, sur la gauche, une cime en forme de seau renversé. Elle était entièrement recouverte de sombres verdures constituées sans doute de cryptomères, de cyprès, et par endroits les fleurs roses des cerisiers sauvages s'étageaient en de vagues traînées plongées dans un épais brouillard qui empêchait de distinguer les contours. En face, un peu plus près, se détache un mont chauve qui semble fondre sur moi. Le flanc à nu, qui paraît avoir été tranché d'un coup de hache par un géant, plonge à pic au fond de la vallée. Cet arbre que j'aperçois au sommet doit être un pin rouge. » Alors ici, il s'agit d'une encre de Chine rehaussée de couleurs par Soseki lui-même. Vous voyez donc, il ne s'agit pas du tout d'une illustration de son roman, mais vous avez évidemment des convergences, une résonance entre à la fois son œuvre graphique et son œuvre littéraire à un très très haut niveau. Alors je vois que l'heure, il me reste 5 minutes peut-être ? 5 minutes, oui. Donc je vais passer rapidement sur quelques autres images que je vais juste vous montrer. Il s'agit là de vignettes, d'illustrations, de feuilletons, de journaux d'un très grand artiste qui s'appelle Komura Settai, mais je reviendrai là-dessus. Il y avait en ce moment même, enfin, au début de cette année 2021, une exposition que naturellement je n'ai pas pu voir au Japon, mais qui était sûrement passionnante, sur justement les illustrations par cet artiste peintre des années 1910 à 1940. Un autre exemple d'écrivain très attaché à la question de l'expression formelle, l'exemple de Tanizaki Junichiro. J'aurais beaucoup à dire. Juste, vous voyez un manuscrit de Tanizaki Junichiro au stylo, pour ce qui est de Tanizaki, que vous voyez également décoré. Et donc, il y a constamment une sorte de corrélation entre l'image et l'écriture dans toute son œuvre. Et voici encore des vignettes. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'art japonais, illustration de Journal d'un vieux fou par donc un très grand artiste graveur de bois, justement, qui s'appelle Munaka Tashiko. Donc, en fait, on est dans une circulation permanente entre l'écriture et l'image, et y compris, et je n'ai pas le temps malheureusement de m'attarder là-dessus, donc mon idée est la suivante, c'est qu'il y a dans la littérature écrite, dans l'écriture même,
ce qu'on appelle l'expression graphique, c'est-à-dire cette possibilité à travers les choix, les substitutions, etc., que l'on peut faire en écriture japonaise, de créer donc à travers des textes écrits une œuvre d'art en soi. C'est-à-dire qu'on pourrait presque lire une page, par exemple, de Tanizaki comme étant une page d'art en tant que telle, même si à la limite on ne comprenait pas le texte. C'est bien sûr un peu un paradoxe que je vous énonce là. Et pour finir, car le temps est compté, je voulais dire quelques mots du manga que tout le monde connaît aujourd'hui, bien sûr, et de tous ces produits corrélés qui sont typiquement des arts spécifiques qui associent le texte à l'image. Alors bien sûr, il existe le comics américain, bien sûr, il existe la bande dessinée franco-belge que la France connaît bien par ses chefs-d'œuvre, etc. Mais comment le manga a-t-il pu finalement imprimer sa marque, son originalité dans la réception au Japon et internationale aujourd'hui, sont des questions qui se posent, et avec mon très rapide parcours, vous voyez combien il y a une sorte d'usage historique, patrimonial de cette bilecture, si l'on peut dire, qui est bien finalement quelque part en filigrane dans l'explosion populaire, le succès de ces mangas. Alors bien sûr, quelques exemples que je vous montre sont des exemples que j'ai choisis de façon subjective et qui relèvent de ce qu'on appelle le manga d'art et d'essai. Alors Tezuka Osamu, c'est le fondateur du genre moderne dans les années 60 à 80. Vous voyez déjà qu'il est un très grand expérimentateur de la taille des cases, également de la relation entre le noir et blanc, qui est une question évidemment passionnante. Deux autres noms encore, pour finir. Otomo Katsuhiro, qui lui succède dans l'inventivité avec la série Akira, que certains d'entre vous connaissent, 1982-1990, qui a été reprise. C'est une dystopie sur le post-apocalypse au Japon. Et là, oui, vous voyez bien les images, il y a une déconstruction absolument sans limite qui est basée sur le principe de la violence, et c'est très impressionnant et très, comment dirais-je, fort. Enfin, Matsumoto Taiyo, qui est un auteur plus récent, né en 1967, qui est aussi un graphiste absolument hors pair, et voici un manga autobiographique exceptionnel. Tout cela est traduit en japonais, parce que pratiquement tous les mangas sont traduits donc en français, et vous pouvez donc en lire des versions tout à fait adaptées. Et toujours pour Matsumoto Taiyo, qui est particulièrement exceptionnel du point de vue de son graphisme, voilà ce dont il est aussi capable. C'est dans un volume donc en collaboration avec Nicolas de Crécy, où j'ai trouvé cette image qui me paraît tellement belle, parce que c'est donc le héros de cette courte histoire qui lit donc Akira, et vous avez ainsi cette sorte de filiation patrimoniale à travers le manga, mais qui fait aussi appel beaucoup aux lettres. Ici, il s'agit de l'alphabet, mais si vous regardez les images de la couverture, il y a aussi beaucoup d'idéaux phonogrammes, des hiragana et des katakana, comme je vous le disais. Voilà. Et pour finir, voilà, vous pouvez prendre quelques photos si vous le souhaitez pour avoir quelques références, pour en apprendre plus sur la relation entre le texte et l'image. Alors, je sais bien que je n'ai pas pu vous parler du contenu, beaucoup des contenus de ces grandes œuvres japonaises, mais je pense que vous avez eu accès à une approche un peu décentrée qui consiste à vous parler davantage de la matérialité et de l'omniprésence et de la coexistence entre l'image et le texte au Japon depuis les origines. Voilà, merci beaucoup de votre attention.